Bonjour, je suis Alicia Mimmersheim. J'ai créé l'espace 36 solutions contre l'épuisement qui est hébergé pour le moment dans le site économique des Lacs d'Étier. Et l'équipe du site économique des Lacs m'a proposé d'intervenir dans le cadre des OSEAD pour faire une petite conclusion ou en tout cas un petit point sur l'aspect du bien-être et de la santé au travail et de la santé en général. Je suis psychologue clinicienne de formation et je propose des ateliers, des entretiens d'accompagnement autour de la prévention du burn-out et également pour accompagner les personnes à sortir des situations de burn-out. Je ne suis pas présente aujourd'hui pour le 2 juin pour le cadre de ces OSEAD parce que je suis en poste ailleurs. Donc ce que j'ai proposé, c'est de faire une petite vidéo pour malgré tout vous proposer quelques éléments clés qui peuvent être intéressants pour tout entrepreneur et pour tout salarié aussi au niveau de la santé au travail et au niveau de la santé de notre mental, pour arriver à préserver nos ressources et pour pouvoir du coup développer tous nos projets, vivre avec plaisir au travail en prenant soin de soi. Alors ce que je peux vous expliquer, c'est que effectivement jusqu'à aujourd'hui dans nos pays, en Occident notamment en France, la prévention n'a pas vraiment bonne presse. On n'est pas habitué à travailler dans la prévention. On a plutôt tendance à attendre que les symptômes d'une maladie soient présentes, soit une maladie invalidante, soit d'avoir déjà des signaux, de gros signaux de notre corps ou de notre psychisme aussi, pour prendre soin de soi. Et on n'a pas l'habitude du tout d'aller vers une hygiène mentale pour pouvoir prévenir les troubles comme par exemple le burn-out. Et là où je pourrais amener une petite clé par rapport à ça. Pour ce qu'on a compris du burn-out, on commence maintenant à le connaître depuis les années 70, à mettre des mots dessus en tout cas depuis les années 70. Ce qu'on commence à savoir, c'est que finalement la meilleure manière d'éviter le burn-out et la meilleure manière également d'en sortir, c'est de créer pour soi une sorte d'hygiène de vie, une sorte d'hygiène mentale. Et pour pouvoir se faciliter l'accès à cette hygiène de vie, donc comme on l'a vu, c'est pas facile dans notre société d'y accéder, mais ça demande en fait quelques efforts, de s'organiser, de prévenir, d'anticiper en fait. Voilà, quand on n'a pas l'habitude, le focus que je peux vous proposer, c'est d'essayer de vous concentrer sur finalement qu'est-ce qui motive votre envie de développer votre entreprise, qu'est-ce qui motive votre envie de travailler dans la branche dans laquelle vous travaillez. Et en faisant focus là-dessus, en essayant de vraiment, même je pourrais vous encourager à prendre une feuille, puis à noter même peut-être dès maintenant sur une feuille, quelles sont, je sais pas, les valeurs, les qualités, les rêves, les aspirations qui font que vous avez envie d'entreprendre, que vous avez envie de creuser un sillon, d'ouvrir des portes dans la création d'entreprise, dans votre corps de métier, ou alors de faire vos preuves à cet endroit-là et dans ce sujet-là. Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que c'est une expérience de vie? Est-ce que c'est une valeur? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre façon de concevoir le travail ou de concevoir en tout cas la branche dans laquelle vous voulez vous lancer. Et par rapport à ça, essayez de comprendre dans cette feuille, quand vous notez tout ça, d'essayer de vous mettre en parallèle. On pourrait faire un tableau, un côté avec toutes vos valeurs, vos motivations, etc. Et en face de ça, vous allez noter de quoi vous avez besoin en fait. Est-ce que c'est d'avoir de la force physique? Est-ce que c'est de pouvoir avoir une bonne concentration? Est-ce que c'est de pouvoir avoir une bonne mémoire? Est-ce que c'est d'avoir de l'endurance, de la créativité? Est-ce que c'est de pouvoir être agile, souple dans vos mouvements? Enfin voilà, par rapport à... Donc chacun a un métier différent et des aspirations différentes. Et donc, en face des rêves que vous avez, de pouvoir noter
eh bien, la santé, les signaux de santé favorables que vous avez besoin d'avoir pour vous lancer, en fait, et pour continuer à cheminer dans votre entreprise. Alors, je vous retrouve derrière mon ordinateur parce que je n'ai pas pris soin de ma carte mémoire. Voilà. Alors, on va continuer ensemble. Donc une fois que vous avez réalisé ce tableau avec d'un côté les rêves, les aspirations que vous avez à vivre en fait dans votre travail et de l'autre côté les signaux en fait positifs et indiquant le bon fonctionnement de votre corps, de votre mental, de votre psychisme, en fait au regard des deux, c'est une façon en fait de pouvoir percevoir que pour arriver à vivre les rêves que vous avez, les aspirations, ça nécessite en fait que votre corps, votre mental et votre psychisme fonctionnent du mieux possible. Et donc, forcément, si on fait des efforts en fait d'éléments de prévention et d'hygiène de vie de manière continuelle, pas à pas, des petits efforts en fait à court terme, ce que ça va nous permettre, c'est que sur le long terme, on va pouvoir vivre ses rêves, ses espoirs, ses volontés, en fait, pouvoir se projeter en fait dans les projets qu'on a au niveau de notre travail. Voilà, donc c'est vraiment sentir que, ouais, dans notre culture, chez nous, on n'a pas l'habitude d'essayer de faire des efforts pour pouvoir prendre soin de sa santé, etc. On attend souvent que la blessure soit là, la maladie soit là pour y arriver. Mais quand on le fait, si on en prend soin régulièrement, en fait, sur le court terme, donc chaque jour un petit peu, chaque semaine, chaque mois et dans l'année, le bénéfice, c'est que à long terme, prendre soin de son corps, de son mental et de son psychisme, c'est une manière de pouvoir presque s'assurer, en fait, d'obtenir, d'arriver à vivre dans le travail le plaisir, la créativité, l'épanouissement, l'évolution, continuer à apprendre, continuer à s'épanouir en fait dans les projets, prendre plaisir à travailler sur le long terme. Voilà, donc ça n'a pas bonne presse, la prévention, et en même temps, voilà, cette hygiène de vie, mentale, physique, psychisme, c'est vraiment ce qui nous assure de pouvoir tenir dans la longueur. Donc c'est un premier exercice qu'on peut faire, en tout cas ce tableau avec d'un côté ce à quoi j'aspire à vivre, de l'autre côté, comment doit être mon corps, mon mental, mon psychisme pour pouvoir vivre ces rêves. Et après, vous pouvez vous appuyer là-dessus pour développer en fait une hygiène de vie, une hygiène de vie au travail aussi, qui soit le plus bénéfique possible. Justement, je parle d'hygiène de vie et d'hygiène de vie au travail notamment. On n'est pas tous très au courant en fait de ce en quoi ça consiste. Et généralement, ce que je propose, c'est de faire attention à 3 éléments. Je les ai nommés, en fait, vous les avez entendus tout à l'heure. C'est comment je prends soin de mon mental, comment je prends soin de mon psychisme et comment je prends soin de mon corps. Et pour ça, il faut apprendre à se connaître, en fait. Il faut apprendre les signaux. Quels signaux, en fait, m'envoient mon corps, mon mental et mon psychisme quand je vais bien. Voilà, donc là, vous avez déjà fait la première étape dans le tableau. Donc, comment je sais, en fait, qu'est-ce qui m'indique que ça fonctionne, c'est fluide, c'est dynamique, c'est souple, ça fonctionne bien pour moi. Et quels sont les signaux, en fait, soit de stress, soit de fatigue, qui vous indiquent qu'il y a une limite qui va être atteinte, ou alors qu'il y a quelque chose d'inconfortable, ou alors que vous avez poussé un peu trop les limites. Voilà, et de bien apprendre à connaître. Donc il y a des astuces pour ça, pour apprendre petit à petit en fait les signaux de notre corps. On est plus ou moins habile avec ça, on est plus ou moins habitué en fait à écouter ces signaux. Et c'est ok, en fait ça s'apprend, hein. C'est assez facile selon les personnes, parfois plus inconfortable pour d'autres, mais c'est ok, ça fait partie d'un apprentissage. On peut apprendre à reconnaître, à s'observer, en fait, à reconnaître ces signaux-là. Et quand on sait reconnaître, identifier ces signaux, c'est ce qui nous permet, comme je disais tout à l'heure, de mettre en place l'hygiène de vie. Donc, première chose,
reconnaître les signaux agréables, les signaux désagréables, de stress, de fatigue. Et une fois qu'on a ça, en fait, on va pouvoir mettre en place cette planification, cette projection en fait d'activité ou d'inactivité qui serait bénéfique pour notre hygiène de vie. Et pour pouvoir parler de ça, donc je vais vous parler de exactement en fait qu'est-ce qu'on redoute en fait dans le burn-out et dans l'épuisement et dans tout ce qu'on essaye de prévenir. En fait, c'est de bien connaître la distinction entre le bon stress et le mauvais stress. Donc la notion de fatigue, c'est assez, c'est assez accessible, on sait à peu près en quoi ça correspond. Quand on est fatigué, c'est des effets plutôt désagréables. Quand on est en pleine forme, on sent, on a plein d'énergie, on a du tonus, on a de la souplesse, on peut persévérer. Voilà. Quand on a de la fatigue, on sent que tout ce qu'on peut faire, c'est fermer les yeux, se laisser s'avachir dans un canapé, s'endormir, etc. Donc ça, c'est des signaux assez OK. Au niveau du stress, on est un peu moins... Bien que maintenant, on en parle un peu plus, donc c'est plus accessible pour nous. Il y a quelque chose qui est important de savoir, c'est qu'il y a un bon stress et un mauvais stress. Et pour connaître ces signaux, en fait, c'est simple. Le bon stress, c'est celui qui va nous booster, qui va nous emmener en fait à nous dépasser, à amener à vivre des projets. Et en fait, le bon stress, c'est la sécrétion d'hormones, notamment les plus connues, c'est l'adrénaline et le cortisol. Et en fait, en bonne quantité, quand c'est un bon stress, un stress positif, du coup, quand vous avez un projet, des éléments par exemple un examen, des épreuves à mener, le bon stress, qui est lié aussi à la motivation, ça va vous donner en fait toute l'énergie nécessaire, ça va amener en fait, généralement on a une augmentation du rythme cardiaque, du coup nos muscles sont activés davantage, on va avoir aussi une capacité à faire focus en fait sur ce qui nous intéresse, donc par exemple notre concentration, notre mémorisation, tout est focus en fait sur le projet qu'on a à mener. Et donc par rapport à ça, le bon stress, c'est nous donner l'énergie en fait naturellement. On a l'énergie qui nous amène à faire focus et à pouvoir dépasser nos limites et ça fonctionne bien. Ce stress-là, ce qui est important de savoir, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. On peut emmagasiner un taux de cortisol et d'adrénaline qui a une limite en fait, une jauge. Et quand on dépasse ça, c'est là où on va passer dans un mauvais stress. C'est-à-dire que si on ne prend pas soin de son stress en lui donnant un moment de faim, par exemple, ou en aménageant des temps effort et des temps récupération, repos, etc., eh bien, ce qui va se passer, c'est que si ça se maintient en fait dans le stress pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, généralement, il y a une fourchette, on se dit, à peu près au bout de 6 mois de stress trop intense, et bien là on va basculer dans ce qu'on appelle un stress chronique. Et le stress chronique, c'est ce qui amène au burn-out. Et le stress chronique, c'est quoi ? C'est assez simple. En fait, on ne s'est pas assez reposé de ces moments de stress, c'est-à-dire que soit ça a été continu et en augmentation, ou alors maintenu en fait à un niveau de stress égal pendant trop longtemps. Il n'y a pas eu en fait ce temps où on a pu se reposer, puis refaire un effort et se reposer encore. Et bien par rapport à ça, notre corps, ce qui va se passer, c'est que le taux de cortisol, il peut le supporter jusqu'à un certain moment. Si le cortisol n'est pas suffisamment expulsé par diverses manières qu'on va voir tout à l'heure, eh bien ça va devenir comme une sorte de poison pour notre corps, pour notre psychisme et pour notre mental. Donc les signaux qu'on va voir apparaître pour ce mauvais stress, c'est simple. Ça va être au niveau mental, on ne va plus arriver à se concentrer, on va commencer à faire des oublis, à faire des erreurs. On va passer beaucoup plus de temps sur certaines tâches d'habitude on aurait peut-être classées en 5 minutes. Là, ça va nous demander peut-être des heures. Ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas arriver à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles informations. Ça ne va pas rentrer en fait dans notre tête. Donc mémorisation, concentration, apprentissage, vraiment on va arriver à sentir en fait des limites au niveau de nos capacités cognitives, donc mentales. Au niveau psychique, ce qui va se passer, c'est que par exemple on va avoir plus de mal à supporter notre entourage ou nos collègues parce qu'en fait, dès le moment où il va y avoir des exigences venant de l'extérieur ou alors de la frustration en fait, liée à l'environnement, ça va être insupportable pour nous. En fait, on ne va pas réussir à supporter davantage en fait, que
que le stress qu'on a déjà en nous. Et donc on va devenir très irritable, on va avoir du mal à avoir de l'empathie pour l'autre. Voilà. Donc il peut y avoir ces signaux-là. Et d'autres, hein. Voilà, j'essaye de faire synthétique. Et au niveau corporel, ce qui va se passer, c'est que le cortisol en grande dose, ça va venir entamer nos capacités immunitaires. Donc ce qui va se passer, c'est que généralement, on va tomber plus facilement malade. Et puis, c'est un peu les symptômes qu'on retrouve, c'est-à-dire que on va tenir sur la semaine, et puis quand va arriver le week-end, on va s'effondrer, on va attraper des microbes ou tomber malade, bref, alité peut-être, et puis hop, on va revenir au travail la semaine d'après, puis on va recommencer en fait à être malade sur tous les moments où il y a des temps de break obligatoires, comme un week-end ou un temps de vacances. Et généralement, c'est assez symptomatique. C'est qu'en fait, on emmagasine le stress, le cortisol est en haute dose, et puis du coup, finalement, c'est dès le moment où il y a des petits interstices où on peut se relâcher, où là, il y a tout le stress qui tombe d'un coup, et puis voilà, le fait qu'on ait atteint en fait nos capacités immunitaires et notre bonne santé, finalement, on attrape les virus, on attrape les microbes plus facilement. Notre corps, en fait, il a vraiment ses capacités qui s'amenuisent petit à petit. Donc ça, c'est vraiment alertant. Voilà, donc ce qui est important, c'est vraiment de sentir ces différents signaux qu'il peut y avoir. Le problème avec le burn-out, c'est que c'est très insidieux, et c'est un processus insidieux. C'est pas quelque chose qu'on va arriver à détecter comme ça. En fait, souvent, c'est précédé par un moment de burn-in où on est à fond, on est focus sur ce qu'on doit faire, on ne veut plus entendre parler de rien d'autre que de ce qu'on doit mener comme projet. L'irritabilité, le fait d'avoir l'impression d'être à 200%, beaucoup plus que d'habitude. Et après ça, en fait, il y a le burn-out, où là, finalement, c'est tout ce que je vous ai décrit à plus ou moins, une échelle plus ou moins haute selon les personnes, jusqu'à parfois ne pas arriver à se lever le matin, ne pas arriver à sortir du lit dans certains cas les plus graves. Et par rapport à ça, ce qui se passe, c'est que souvent, les signaux visibles, en fait, ils apparaissent réellement. D'abord, c'est l'entourage qui peut nous dire, les collègues vont nous dire il y a un truc qui va pas, t'es pas dans ton comportement habituel, etc. Il y a des premiers signaux comme ça. Si on les écoute pas, en fait, le burn-out, il va aller jusqu'à ce que réellement il y a quelque chose qui nous invalide, en fait, qui nous donne plus de capacité à mémoriser, etc. Et puis on n'est plus apte, en fait, à faire ce qu'on faisait jusque-là. Et par rapport à ça, c'est comme si c'est hyper difficile, c'est important en fait d'amener de la connaissance sur le burn-out, parce qu'en fait c'est hyper difficile à détecter tant que finalement il n'y a pas de signaux forts. Et pourtant, ce qui est important, c'est de le prendre vraiment en amont. Et donc d'apprendre à mieux connaître nos signaux, c'est vraiment un outil de prévention qui est très important, de savoir à quel moment justement ça va basculer, à quel moment est-ce qu'on est en risque en fait par rapport à ce burn-out. Et bien souvent, j'imagine que ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte en fait qu'il y avait un collègue ou quelqu'un de la famille qui est en burn-out, et qu'en fait on n'a rien vu venir. Et voilà, c'est le problème du burn-out qui est vraiment insidieux, et qui est avec souvent des formes invisibles en fait pour la personne elle-même, et puis souvent pour l'entourage aussi. Par rapport à ça, il y a plein d'autres choses que j'aimerais vous dire, mais j'essaye que ce soit pas trop long, parce que je sais pas combien de temps vous disposez. Mais je voulais quand même finir par un petit élément que je propose dans certains ateliers au niveau de la prévention. En fait, généralement, on prend soin du coup de notre mental, notre psychisme et de nos capacités physiques. Comme je vous l'ai dit, en aménageant en fait des temps de récupération dans la journée, des temps de pause dans la journée, dans la semaine, dans le mois et dans l'année, pour vraiment vérifier en fait que face à un effort, il y a suffisamment de temps de récupération, et que ce soit vraiment, c'est-à-dire que si votre travail vous demande beaucoup, de gérer par exemple des conflits, des éléments qui sont compliqués à vivre mentalement et psychiquement, et c'est d'avoir un petit peu le versus, l'élément un peu opposé à vivre, à vous offrir à vivre. Et donc, quand il y a du conflit, beaucoup de conflits à gérer, c'est à côté de ça, avoir des temps de lâcher prise, avoir des temps où on peut prendre soin de soi, peut-être en riant avec des collègues, en prendre soin de soi,
je sais pas, ayant du divertissement, quelque chose de léger, quelque chose de... Voilà, et pour vraiment qu'il y ait un équilibre, en fait. Si dans mon travail, j'ai beaucoup de conflits, si dans mon travail, j'ai beaucoup d'éléments de stress, etc., eh ben, il faut qu'en face de ça, en fait, c'est comme si j'essayais de rétablir la balance pour que ce soit équilibré, en fait, parce que mon corps, mon psychisme et mon mental, il a besoin, en fait, de cet équilibre-là. Et sinon, il y a 3 clés en fait que ma formatrice Catherine Vazé, qui est suisse, psychologue suisse, qui m'avait transmis. Et d'ailleurs, elle a écrit des livres très sympathiques que je pourrais vous proposer de découvrir. Si, voilà, en attendant peut-être de se rencontrer, ça peut être un petit support intéressant. Et ce qu'elle propose, c'est notamment les 3 clés en fait, de décharge du stress. Ces 3 clés, c'est assez simple. En fait, elle explique que pour décharger le cortisol qu'il y a dans le corps, donc ce taux de cortisol qui augmente et qui à un moment donné devient néfaste et un poison, en fait, pour le faire diminuer, il y a 3 éléments. Il y a ce qu'on appelle le mouvement. Donc, comme son nom l'indique, c'est de pouvoir mobiliser son corps. Malheureusement, un des mots en fait, des mots de notre société, c'est qu'on a la tendance à être très sédentaire. Donc, selon dans la branche dans laquelle vous travaillez, voilà, on a tendance à rester assez statique, etc. Et notre corps, le corps humain, en fait, il a besoin d'être en mouvement, d'être dans la dynamique. Et donc, c'est des mouvements voilà, qu'on peut apprendre, des petits gestes en fait, à faire assez simples et qu'on peut entrecouper entre des rendez-vous ou en fin de journée ou à la pause de midi et qui permet en fait de ramener de la dynamique, de ramener du tonus, de pouvoir, dans le mouvement, en fait, permettre au stress de se décharger, en fait, de sortir. Et ce qu'on préconise, ce que je montre en atelier, c'est justement de pouvoir soit se secouer, un peu comme un pantin désarticulé. Bon, du coup, je ne suis plus debout, là, je ne peux pas vous le montrer comme ça, mais voilà, on se secoue. Ou alors, il y a le fait de pouvoir, comme ça... comme faire un dépoussièrement de l'ensemble du corps. Donc vous partez de la tête, puis vous allez jusqu'aux jambes. C'est assez drôle à faire, surtout quand on est en atelier de groupe. C'est sympa comme tout. Et parce qu'il y a un côté tonique, et puis il y a un côté aussi où il y a comme du contact à la peau, et c'est bénéfique en fait. Et le fait d'être à la fois en mouvement et à la fois dans cette stimulation-là, ça aide vraiment dans quelque chose d'énergique d'expulser le stress. Et il y a plein d'autres mouvements qu'on peut faire voilà, à découvrir. La deuxième clé en fait qui existe, c'est le souffle. On a l'habitude en fait d'encaisser souvent les situations de stress en faisant une petite respiration toute douce, rentrer en fait. On a l'habitude de prendre sur nous parfois et de ne pas montrer à l'extérieur. Et le fait en fait de souffler en fait avec dynamisme. Quand il y a quelque chose qui s'est passé, quand on sort d'un rendez-vous, hop, on va se mettre dans une salle de pause, on est tout seul, et puis de faire plusieurs souffles, généralement trois souffles dynamiques qui viennent vraiment, un souffle qui vient du ventre, pas un souffle uniquement qui vient du haut, mais vraiment un souffle fort, dynamique, qui ressemble un peu à ça. Et comme si vous vouliez pousser les murs avec votre souffle ou un truc comme ça. Donc ça, pareil, en fait, le souffle et le mouvement, c'est 2 clés en fait qui permettent de décharger le stress. La 3e clé que propose Catherine Vazé, c'est d'utiliser la voix. En fait, ce qu'ils ont étudié, c'est que en plus du mouvement du corps, du souffle, le fait de pouvoir donner des intonations de voix, c'était aussi être dans quelque chose qui était... à l'opposé de ce qu'on a tendance à faire, d'être très discret. Alors ça dépend des emplois et des branches dans lesquelles vous êtes au travail, mais en tout cas la plupart du temps, ça peut nous arriver de ne pas utiliser notre voix, ou en tout cas de se faire le plus silencieux et discret possible. Et là encore, en fait, pour se décharger, le stress, on peut l'utiliser, la voix. On peut lâcher en fait l'émotion, la colère, la surprise. Et donc pour lâcher cette voix, pour être dans cette décharge du stress par la voix, on peut faire des choses très simples comme peut-être ça vous est déjà arrivé de chanter à tue-tête dans votre voiture en sortant du travail. Voilà, ça peut être une bonne occasion, selon l'état d'esprit dans lequel vous êtes au moment où vous partez. Une fois que vous êtes dans votre voiture ou à vélo et qu'il n'y a pas trop de monde autour de vous, c'est de
voilà, de chanter à tue-tête une musique qui est de votre humeur en fait, et de pouvoir vraiment donner de la voix et de sentir en fait qu'il y a quelque chose qui s'exprime et vraiment de le vivre pleinement. Là aussi, en fait, le stress peut sortir de cette manière-là. Et il y a une autre façon, donc soit par le chant, soit aussi quelque chose qui est intéressant, c'est quand on est avec des collègues ou même tout seul, c'est de se raconter ou de raconter à quelqu'un une histoire qui vous est arrivée, quelque chose qui vous a frustré, qui vous a mis en colère ou qui vous a indigné, et de pouvoir le raconter en accord avec la personne. Vous la mettez dans la connivence, dans la confidence, et en fait, vous allez raconter cette histoire, mais avec vraiment les intonations de voix de « Waouh, mais c'est pas possible, mais je comprends pas, cette personne, ça fait 5 ans que je la connais, comment elle peut agir encore de cette manière-là, nanana. » Enfin voilà, et de vraiment pousser finalement à son paroxysme en fait l'intonation de voix par rapport à l'émotion en fait que vous ressentez. Encore une fois, c'est parce que dans notre société, on a tendance à renfermer les émotions, à ne pas les faire connaître, à ne pas les divulguer, d'être le plus lisse, le plus discret possible. Et donc, quand on est lisse et discret, ça ne permet pas en fait de cette manière-là d'expulser le stress. Et donc, pour décharger, dans des endroits où on s'est autorisé, où vous vous sentez en sécurité, où tout le monde est OK, voilà, que ça se passe comme ça, soit seul, soit où tout le monde est OK, que vous puissiez décharger le stress de cette manière-là. Et ben voilà, de sortir donc le mouvement, le souffle et la voix. Et ça, c'est vraiment des clés voilà, qui sont importantes à connaître pour la décharge du stress et qui sont un point très important de l'hygiène de vie au travail et de l'hygiène de vie en général pour prendre soin de soi, pour éviter l'épuisement, mais plus important encore, pour aller au bout de ses projets, pour vivre du plaisir, de l'épanouissement, de l'évolution dans son travail, continuer dans la créativité, la passion. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. J'aurai encore des pages et des pages, des heures et des heures de choses à vous transmettre parce que c'est vraiment quelque chose qui justement me passionne. J'ai essayé de vous faire une petite synthèse de tout ce qui est précieux en fait à savoir pour prendre soin de soi et pour être vraiment dans ce plaisir au travail. J'espère que ça vous aura donné quelques billes. Et en tout cas, voilà, au plaisir de vous rencontrer au site économique des Lacs ou ailleurs et de continuer la discussion si vous le souhaitez. Voilà, en tout cas, merci pour cette occasion de vous avoir transmis tout ça. Je vous souhaite une belle continuation dans vos projets, dans tout ce que vous avez envie de vivre dans le travail et ailleurs. Et je vous dis donc, voilà, j'espère à très bientôt. Bonne continuation à vous. Merci.